Ok, donc après ces deux exemples d'ailleurs qui marchaient aussi bien dans le calcul des séquences intuitionnistes que classiques, je vais revenir un petit peu sur la différence entre ces deux logiques. Enfin, on l'a déjà vu un petit peu au niveau des règles, notamment au niveau du ou. On a vu que le ou enfin les règles étaient assez différentes dans la mesure où en logique classique, bon, on n'avait pas besoin de trop de choisir, et puis en logique intuitionniste, il fallait vraiment donner son choix. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, enfin aussi beaucoup au premier ordre pur, notamment quand on donne la sémantique du il existe. La sémantique du il existe, en logique classique, elle est essentiellement donnée par un théorème qui est un théorème assez connu en logique, hein, qui est le théorème de Herbrand, et qui dit que lorsque vous voulez démontrer il existe x p de x, ben, en gros, euh, bah, c'est pas qu'il existe un terme qui va valider P en fait, c'est qu'il en existe n. Et c'est ça qui est un petit peu. Alors le n peut être égal à 1, hein, potentiellement, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en logique classique, la sémantique dit qu'il existe un n, donc supérieur ou égal à 1, tel qu'on a n termes, tel que c'est la disjonction qui est vraie. Et non pas chacun des termes qui valide P. Alors c'est un peu étrange parce que en fait quelquefois le n en question n'est pas égal à 1. C'est-à-dire qu'a priori il est même pas du tout égal à 1, et il n'y en a peut-être même pas d'ailleurs, et il est donc supérieur strictement à 1, et donc ça veut dire qu'on n'a pas un terme qui valide P, mais c'est n qui ne vont pas valider P individuellement, mais c'est la disjonction qui sera validée. Alors ça c'est un petit peu étrange. En logique intuitionniste, bah, c'est beaucoup plus précis. Quand vous avez il existe xp de x, et ben, le théorème, en tout cas la sémantique du il existe un terme t, donc un vrai terme de logique du premier ordre que vous pouvez exhiber tel que p de t est vrai. D'où l'intuition, enfin le terme derrière intuition en fait, c'est qu'on a l'intuition, il faut avoir l'intuition du terme. Si vous ne l'avez pas, c'est pas possible, vous ne pouvez pas valider la formule. Et on parle aussi de notion de logique constructive, parce qu'on va construire ce témoin, on va le chercher, on va le construire. Parfois, la construction même de ce témoin est vraiment complexe. Et, euh, et en fait, du coup, c'est vrai que, bon là c'est un peu personnel, mais logique classique, je la qualifie de logique assez exotique finalement. Même si c'est la logique la plus répandue aujourd'hui, hein, les mathématiciens utilisent, on va dire, à 99% la logique classique. Euh, elle n'en reste pas moins exotique parce qu'on peut parfaitement démontrer une formule existentielle, donc avec un il existe ici, sans jamais montrer un témoin qui va vérifier P. Et ça, c'est un petit peu déstabilisant. Alors que la logique intuitionniste dit non, 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 mais moi j'ai besoin d'un terme en fait. Alors, on peut se donner un petit exemple justement de trucs, de théorèmes un petit peu déstabilisants justement. Petit théorème mathématique assez connu lorsqu'on veut démontrer la différence entre logique classique et intuitionniste. Hein, donc un théorème, hein, donc il est vrai, hein, on peut faire la preuve. Donc il existe A et B irrationnels, tel que A puissance B est rationnel. Voilà ce qu'on veut démontrer. En logique classique, ce théorème, il fait deux lignes. D'accord. On utilise le tiers exclu immédiatement en disant bah ok, on va utiliser comme instance du tiers exclu le fait que racine de 2 puissance racine de 2 est rationnelle ou non. D'accord. Donc là, on voit bien le tiers exclu. Hein, c'est vrai ou faux. Hein, d'accord. Donc là, on a vraiment une instance du tiers exclu. Et on va faire les deux cas possible. Donc, ok, donc soit il est rationnel, racine de 2 à la puissance racine de 2 est rationnelle. Alors on fait l'hypothèse qu'on a démontré avant que racine de 2 était irrationnel. D'accord. Donc dans ce cas-là, c'est le théorème est vrai, hein, on a fini, parce quoi? Parce que racine de 2, on va dire par hypothèse irrationnelle, donc on a bien deux irrationnels euh, tels, que, euh, tels que racine de 2, enfin tel que a à la puissance b est rationnel, donc il est vrai. Et par contre, si on est dans le cas du non, là, racine de 2 à la puissance racine de 2 est irrationnel, bon, bah, qu'à cela ne tienne, on va prendre un autre irrationnel qu'on connaît, donc racine de 2, on va faire la puissance des deux, et ça va faire donc racine de 2 au carré est égal à 2, qui est bien rationnel. Donc on a gagné, on a bien deux irrationnels tels que la puissance b est rationnelle. Donc dans les deux cas, on a démontré notre théorème, et c'est fini. Le seul souci avec cette preuve, c'est une preuve tout à fait normale, enfin, en mathématiques. Hein,
mathématiciens font beaucoup ce genre de preuves. Le seul souci, c'est que j'ai absolument pas démontré un seul A et B qui marchait. C'est-à-dire, je viens de démontrer qu'il existe A et B irrationnels tels que A puissance B est rationnel, mais je suis incapable, dans l'incapacité de donner un A et un B qui marchent. Je ne peux pas donner racine de 2, puissance racine de 2, parce que je ne sais pas s'il est rationnel ou pas. L'hypothèse, c'est qu'il l'est ou pas, et je ne le sais pas, en fait. Donc j'ai rien sous la main. J'ai pas donné de A et B qui marche. Alors il se trouve que ce théorème mathématique est aussi un théorème intuitionniste. Donc on peut faire la preuve, effectivement, on peut donner un 2A et B qui existe vraiment et qui fonctionne, hein, d'accord, irrationnel est tel que A puissance B est rationnel, mais seulement, comme j'ai marqué là, bah, c'est pas deux lignes, c'est plusieurs pages de théorie des nombres, d'accord, et pas vraiment trivial, d'accord. Je ne vous ferai pas la preuve ici parce que c'est des théorèmes de vraiment, j'irais de mathématiques assez profondes en théorie des nombres et que je ne connais pas d'ailleurs assez bien moi-même pour vous en parler. Et voilà, c'est 4 pages, c'est 4 pages de preuve, d'accord. Donc tout ça pour dire que quelquefois on a des théorèmes qui sont à la fois classiques et intuitionnistes, mais que, on va dire la plupart du temps, la preuve des théorèmes intuitionnistes, version intuitionniste, est beaucoup plus difficile, et beaucoup plus profonde d'une certaine manière, parce qu'elle nécessite d'aller dans la théorie, alors que dans la preuve ici du théorème qu'on a fait en logique classique, bah, finalement on n'a pas fait beaucoup de théorie des nombres, hein, finalement. La seule chose qu'on a supposé, c'est que racine de 2 était irrationnel, ce qui n'est pas très profond, et la preuve est plutôt simple d'ailleurs. Alors, on peut prendre un autre exemple. On voit un petit peu la logique classique qui est un petit peu, je dirais, exotique, en tout cas un petit peu déstabilisante. Si par exemple on veut démontrer ce théorème, d'accord, on se pose la question de la validité de cette formule. Il existe un x tel que P de x implique P de A et P de B. Donc les parenthèses, je vous rappelle, hein, c'est la notation pointée, elle va jusqu'à la fin de la formule. Donc le il existe porte sur toute la formule, d'accord. Alors, bah, moralement, si on se dit, ok, ça c'est peut-être juste, alors si c'est juste, bah, je vais prendre comme x, je vais prendre a, d'accord, donc je vais avoir P de A implique P de A et P de B, mais A et B c'est deux constantes, hein, donc potentiellement distinctes, hein. Elles ont deux noms différents, donc elles sont distinctes, j'ai pas d'hypothèse d'égalité entre les deux constantes. Donc si je mets comme x ici, si je prends comme x A, je vais avoir P de A implique P de A et P de B. Bon, P2 va être content, mais P2B, il y a bien un et ici, hein, j'insiste bien, P2B ne va pas être très content parce qu'il va lui dire comment tu me valides. Ok, qu'à cela ne tienne, on prend B, d'accord. Si je prends B, ça va faire implique P2A et P2B, et P2B va être content, mais P2A ne sera plus content, d'accord. Donc je sais pas, j'ai envie de prendre A et B à la fois, mais compliqué quoi, d'accord. Je vois pas comment faire. Bah, il se trouve que cette formule elle est valide. C'est ça qui est un petit peu déstabilisant parce que donner un x qui marche pour valider la formule, il n'y en a pas. Donc pas la peine d'en chercher un. Il n'y a pas de x qui marche en fait. Pourtant, je vais quand même réussir, vous allez voir dans LK, à faire la preuve de ce théorème. Alors comment on fait Je pars tout en bas comme d'habitude. Et la première chose que je vais faire, c'est dire ok, je veux instancier une fois par A, une fois par B, qu'à cela ne tienne. Je vais utiliser une règle qu'on a a priori pas encore beaucoup utilisée jusqu'à présent. Si on va regarder les règles de LK, c'est cette règle-là, la règle de contraction, qui va permettre de partir de A et de la dupliquer. Et vous l'avez compris, du coup on va avoir deux formules, et je vais instancier une formule avec A et une formule avec B. Et je vais arriver à faire la preuve. En fait, à chaque fois que vous allez avoir des formules dans LK, enfin des preuves dans LK, qui commencent par une contraction à droite, vous pouvez être sûr que le théorème il est classique. Il est purement classique. C'est-à-dire qu'en LJ, vous allez avoir beaucoup de mal, voire ça va être même impossible. D'accord. Parce que le tiers exclu est là d'emblée dans la preuve. Alors ça ne veut pas dire que la preuve dans LJ n'est pas possible, mais ça veut dire que c'est une autre preuve complètement radicalement différente. D'accord. Donc dès qu'on utilise ça, vous pouvez être sûr, le tiers exclu est là. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Première contraction, vous voyez, je contracte en fait avec les deux formules, là, voilà. Et je vais instancier la formule de gauche avec A. D'accord. Donc voilà ce que j'ai fait. P de A implique P de A et P de B. Ensuite, je vais appliquer un implique à droite pour mettre cette formule-là dans les hypothèses. Et puis après, je vais instancier la formule de gauche avec B cette fois-ci. Et c'est ce que j'ai fait là.
Et puis après, je prends le P de B ici et je le mets dans les hypothèses. Ça me donne P de A, P de B, thèse, P de A et P de B, P de A et P de B. Et puis après, bah, je casse un des deux et, hein. Pas la peine de casser les deux, ça va brancher. Donc ça va me donner P de A, P de B, sauf que dans gamma, il y a P de A et il y a P de B dans les deux cas. Donc les deux branches sont parfaitement contantes. Ça donne axiome dans la première branche, axiome dans la deuxième branche. Voilà, je viens de faire la preuve de ce théorème. Qui est un petit peu étrange, hein. Moi je le qualifie d'exotique parce que je suis dans l'incapacité de donner un X qui marche. Et pour une raison simple, c'est qu'il n'y en a pas, véritablement. Alors, la logique classique, en fait, on voit bien, hein, donc c'est des théorèmes parfois un petit peu enfin, difficiles à comprendre. Et il y a des preuves même très complexes, finalement, en logique classique, qui sont des vrais théorèmes et qu'on a du mal à comprendre pourquoi c'est vrai. Et un autre exemple, en fait, c'est le fameux paradoxe des buveurs. Alors, je ne mets pas si paradoxal, parce qu'un paradoxe, en fait, on peut croire que c'est quelque chose qui est faux, mais en fait, là, il n'est pas vraiment faux, hein. C'est quelque chose qu'on peut démontrer, donc c'est pas un paradoxe pour le coup. Le paradoxe des buveurs, il dit quoi? Il dit qu'il y a quelqu'un dans un bar, tel que si cette personne dans ce bar boit, alors tout le monde boit. Ce qui correspond pas trop à la réalité quand même, donc c'est un petit peu étrange. Alors comment ça se modélise? Ça se modélise comme ça. D'accord. Il existe un X tel que donc P de X implique donc P ça veut dire boire, hein, d'accord. Donc il existe quelqu'un dans un bar, donc s'il boit, alors tout le monde boit. Voilà, pour tout Y, P de Y. Donc je vous rappelle, la portée du il existe, c'est toute la formule, hein, pareil, hein, notation pointée, la portée de X là, c'est toute cette formule. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, la difficulté, elle est que je dois donner un X là. J'ai pas le choix en fait. Je dois donner un témoin, enfin un terme à X, et là, j'ai rien sous la main. D'emblée, je dois donner quelque chose à il existe. Je n'ai aucune variable sous la main, aucune constante, j'ai rien. Donc comment faire? Ben, vous allez voir, c'est très simple en fait. Le fameux témoin qui boit, on va le faire apparaître en utilisant la formule, enfin la règle du pour tout à droite. D'accord. Mais comme elle est coincée encore sous ce existe, eh bien, je vais d'abord nourrir en fait ce existe avec n'importe quoi. Comme ça va me dégager en fait ce pour tout que je vais pouvoir faire apparaître un témoin, d'accord, et je vais pouvoir donner ce témoin à qui? À ce autre il existe. Mais quel autre il existe? Le seul moyen de l'avoir, en fait, c'est de dupliquer encore la formule. Encore, ce qu'on va faire exactement sur ce qu'on a fait sur la preuve précédente. La première chose qu'on va faire, on va dupliquer la formule. On va faire une contraction droite. Et on va nourrir la première formule avec n'importe quoi. Cette preuve-là, elle est très complexe. C'est une des plus complexes, enfin, elle est très complexe, on sait bien la traiter, hein, il n'y a pas de souci. Mais disons que par rapport aux preuves qu'on a l'habitude de traiter, quand on a un il existe, on a quand même des choses sous la main. Et là, c'est pas le cas. D'accord. Donc, première chose à faire, contraction à droite. On va avoir donc deux formules il existe qui émergent. Et on va nourrir la première formule ici, avec un il existe, avec n'importe quoi. D'accord. Donc, une variable. Donc, j'ai une infinité de variables. Bon, j'en prends une au hasard. Donc, là, je crois que je l'appelle x. Voilà, ça me donne p de x, machin. Ce x là, je m'en fiche. Je sais que j'ai une infinité de variables, donc je peux lui donner une variable parmi tant d'autres. Je lui donne x, je peux lui donner z, n'importe quoi. J'introduis le p de x avec un clic droite, donc le p de x part dans les hypothèses. Et là, ça me dégage, vous voyez, un témoin avec lequel je vais pouvoir nourrir ma deuxième formule plus tard. Donc, j'applique la règle du pourtour à droite. Je peux remonter avec p de y. Pourquoi? Parce que y n'est pas libre dans gamma, là, voilà, et même je dirais dans delta. Donc j'ai P de Y, je remonte de là avec P de Y. Et là, je dis, ah mais tiens, très bien, je vais pouvoir, pour le il existe, donner Y. C'est ce que je fais. Donc je donne Y, vous voyez, donc le il existe ici, il a été nourri avec Y. Ensuite, j'introduis ce P de Y ici. Et bah là c'est fini, j'ai P de Y ici, P de Y ici. Et là, c'est axiome.
Et je me suis un petit peu. Et cette partie-là du pour tout, là, vous voyez ici, ne nous a pas vraiment beaucoup servi, puisque celle qui a été validée, c'était celle-ci, en fait. Donc vous voyez, très compliqué en fait. Cette preuve est complexe. Pourquoi? Parce qu'elle part déjà par une contraction, d'accord? Donc les deux formules, et sur une des formules, on met n'importe quoi, comme il existe, et sur la deuxième, on va utiliser le témoin qui a été donné ici, en fait, par cette sous-formule. Donc preuve complexe, vous voyez. Alors bien sûr, cette preuve-là, comme je vous l'ai dit, elle est purement classique. Donc si vous voulez la démontrer dans LJ notamment, bah, vous oubliez, d'accord, ça marche pas. D'accord, c'est pas un théorème, c'est pas un théorème de LJ. Pour le coup, c'est un vrai paradoxe. Ça ne marche pas dans LJ.